Massacre à la tronçonneuse est devenu d'ailleurs maintenant l'archétype de ce que l'on fait maintenant et de ce qu'on ne faisait pas à l'époque, c'est-à-dire un film avec la caméra à bout de bras, dans lequel le spectateur était transformé en témoin haletant et persécuté lui-même. Il se sentait mal à l'aise dans son fauteuil, alors que les films de vampires, les films de Terence Fisher, bon, on était installés, tranquilles, les choses se déroulaient comme elles se déroulaient habituellement, tandis que là, tout pouvait arriver. Ce qui s'est passé avec La Nuit des Morts Vivants également. On voyait l'irruption du fantastique dans le cinéma d'aujourd'hui. La Nuit des Morts Vivants de George Romero et Massacre à la tronçonneuse par la suite auront créé une sorte de nouveau cinéma d'horreur à contexte social et politique. Il faut non plus faire simplement de la pure fiction ultra-gore, il faut faire des films d'horreur mais qui s'adressent directement aux gens, c'est-à-dire en les insérant dans un contexte qu'ils connaissent, dans un contexte qu'ils vivent tous les jours. C'est le film fantastique le plus réaliste que j'ai jamais vu. C'est l'histoire de tueurs dans les abattoirs qui ont été mis au chômage par le remplacement de la masse, comme ils disent, enfin le marteau qui servait à tuer les bêtes, par un marteau pneumatique. Et qui sont devenus une petite tribu, une petite famille un peu zinzin, certes, qui vont donc tuer des gens, les mettre en vente peut-être, s'en servir comme décoration pour la maison, etc. Bon, c'est une histoire de fous, mais qui ont été amenés à cette folie par l'horreur sociologique. Si des massacres ont lieu, c'est aussi en fonction d'un profond malaise social, d'une économie, d'une ville qui avait une activité principale qui a complètement périclité. On peut parler de spectre, d'une vie antérieure, normale, ancrée dans la société, etc. Et il y a des choses absolument horribles nées du contexte économico-social. Quand on voit l'année à laquelle a été produit et réalisé le film, on peut penser qu'il y avait un petit peu le syndrome de la guerre du Vietnam derrière. Que Tobe Hooper était militant contre la guerre du Vietnam, en tant que donc, bon hippie qui se respecte, et on peut ressentir un petit peu ce côté anti-guerre. On voit de jeunes hippies un peu insouciants, qui n'ont pas de prénom, qui ne pensent à rien, qui se font massacrer par des gens qui ont l'air plus vieux. Alors après, on peut voir cette Amérique qui envoie des jeunes se faire tuer au Vietnam pour on ne sait même plus quelle raison. Il y a une boucherie au Vietnam, il y a une boucherie à l'intérieur des États-Unis, c'est les émeutes, c'est le massacre de Kent dans l'Ohio où la police tire sur les étudiants. Donc c'est vrai que l'Amérique détruit ses enfants, c'est une espèce d'ogre qui détruit ses enfants à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce que fait l'Amérique au Vietnam à ce moment-là, ou ce que voient les Américains, est d'une barbarie, une sauvagerie au moins égale à ce que verront les spectateurs de Massacre à la tronçonneuse. Ray robbing in Texas is this hour's top news story. An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Le cinéma américain des années 70, et Tobe Hooper est probablement de ce point de vue-là, Massacre à la tronçonneuse, un des films manifestes de ça, décide de plonger dans les catacombes de l'histoire américaine, il décide de plonger dans le corps un peu pourri, quelque chose qui a été masqué jusque-là, et le mouvement inaugural du film, c'est on va faire remonter à la surface quelque chose qui a été enterré trop vif et on va voir à quoi ça ressemble. Et à quoi ça ressemble, évidemment, ça a le goût de la pourriture, de la déliquescence et de la honte, de la barbarie, de la sauvagerie. Tobe Hooper, là dans les années 70, effectivement nous propose un produit de mauvais goût poussé à l'extrême. Il nous met le nez dans l'horreur de la même façon que les gens à l'époque, en 1957, en novembre 57, quand les gens découvrent les véritables crimes d'Ed Gein. Dans la deuxième partie du film, lorsqu'on pénètre véritablement dans la maison de l'horreur de la famille de Leatherface et qu'on trouve les mobiliers avec les bras sectionnés, les ossements,
la lampe qui est fabriquée avec des parties de squelette humain. Tout ça est inspiré du véritable mobilier que les enquêteurs ont retrouvé en 1957 dans la maison de Hedgin, celui qui était considéré comme le gentil demeuré de la région, qui servait d'ouvrier agricole, qui quelquefois était babysitter pour les familles de fermiers du voisinage, cachait une perversion absolument extrême, mangeait sa soupe dans un crâne évidé, se revêtait d'habits en peau humaine. Lors de nuits de pleine lune, il avait l'habitude de danser à l'extérieur de la ferme de sa mère, habillé de ses accoutrements en peau humaine, avec sa ceinture faite à partir de seins. Hedgin inspire directement le personnage de Jamie Gumb de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Le corps momifié de la mère, qui est dans la pièce à l'étage, c'est aussi un clin d'œil aussi aux psychoses et à la mère momifiée de Norman Bates, mais en même temps fait référence aussi au cas véridique de Hedgin, à ce désir d'Hedgin, d'idolâtrie de la mère. Sauf que Hedgin ne se travestissait pas de cette manière en public. Il le fait, Leatherface, au sein de la cellule familiale, tandis que Hedgin le faisait de manière tout à fait solitaire. Ils ont toujours hésité, l'un comme l'autre, Kim Henkel, le scénariste, et Tobe Hooper, à travestir complètement ce personnage de Leatherface. Tobe Hooper s'y est refusé, d'où cette scène qu'il a choisi de couper lorsqu'il se maquille. On le retrouve déjà maquillé au repas. Par contre, Kim Henkel, lui, voulait en faire un véritable travesti. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des différends entre eux et que Kim Henkel a réalisé le 4e massacre à tronçonneuse, donc Texas Chainsaw chez nous, dans lequel Leatherface est entièrement travesti tout le long du film. Il a tout le temps un accoutrement de femme, il est habillé avec des robes. Enfin, ce n'est plus le Leatherface qu'on connaissait de l'original. Le repas familial est une moquerie absolue de toutes les valeurs traditionnelles de la famille. Et en même temps, Leatherface, qui est un boucher au chômage, donc en anglais butcher, mais en même temps, on a le terme de butch, qui souvent est un terme assez péjoratif pour les homosexuels et les lesbiennes notamment, qui ont un peu des carrures à la camionneur ou à la Eileen Wuornos dans par exemple Monster. Leatherface est une caricature de l'élément féminin qui doit présider à un tel repas, surtout dans les États du Sud. Dans ce sens, cette séquence est absolument iconoclaste et totalement révolutionnaire et ne pouvait pas être supportée par l'imagerie morale et les valeurs morales de la censure américaine ou anglo-saxonne en règle générale. C'est pas un hasard si les masques se fabriquent, les Leatherface sont faits à partir de gens de ses proies, qui sont issus de la société respectable, de la société dite bien sur elle, le bien, entre guillemets. Et là, c'est aussi un aspect d'ironie tragique, c'est-à-dire que Leatherface se met sur le visage le reflet de la société WASP américaine. C'est-à-dire que la sauvagerie se part des aspects, des attraits de la respectabilité pour pouvoir perpétrer ses exploits. Et ce qui montre aussi qu'à la limite, de manière inverse, la société respectable n'est qu'un masque, que derrière ce masque de la respectabilité, il y a la sauvagerie qui est représentée par Leatherface.
Leatherface est une figure somme. C'est une figure qui est pas, ni du côté du bien, ni du côté du mal, mais qui est un peu les deux à la fois. Je pense notamment à un moment qui résume bien la façon dont Tobe Hooper considère son personnage. Lorsqu'il accroche Pam sur le crochet, juste après, on pourrait dire qu'il y a deux solutions possibles à ce moment-là pour Tobe Hooper. Soit on abandonne Leatherface, auquel cas, finalement, on fait de Leatherface la figure du mal absolu. Ou deuxième solution, celle que choisit Tobe Hooper, c'est de s'attarder sur Leatherface. Et là, Tobe Hooper décide de s'approcher du visage de Leatherface et d'aller cadrer son visage. Grâce à ce mouvement de caméra, Tobe Hooper va chercher l'humanité du personnage. Justement, c'est que là, il sort complètement du schéma du film d'horreur. C'est même l'anti, de ce point de vue-là, Michael Myers de l'Halloween de John Carpenter en 1978. C'est que autant Michael Myers est une figure absolue du mal qui, au fur et à mesure que le film progresse, se déshumanise pour devenir une espèce d'entité abstraite, le mal à l'état pur, comme le dit Donald Pleasance. Autant Leatherface, Tobe Hooper fait le trajet exactement inverse. Il commence comme une espèce de pure entité maléfique, et plus le film progresse, plus il va l'humaniser. C'est ce qui explique que ce soit devenu une icône. C'est un tout, c'est l'apparence, mais aussi le mental qu'on devine. Si on repense à Jason lui-même, on s'en fout, même si quand il était petit, cela, on s'en fiche complètement, il a été noyé, on s'en fiche. Tandis que Leatherface, on ne s'en fiche pas. On se sent plus proche de lui. Peut-être parce qu'on se sent toujours plus proche des personnages qui souffrent. Donc si on se sent proche de lui, c'est que quelque part, on décèle qu'il ait souffert et que Tobe Hooper l'a montré un peu comme ça. C'est vrai que à la fois Leatherface ou encore plus Hannibal Lecter nous présente des monstres humains. C'est-à-dire qu'on a un peu les monstres que mérite notre société. À l'époque victorienne, c'était plutôt Dracula, Frankenstein, Jekyll and Hyde. Maintenant, dans notre société soi-disant ultra communicative, on a de plus en plus d'êtres qui sont marginalisés, qui communiquent de moins en moins avec leurs congénères humains. Et Leatherface, de ce côté-là, ne communique pas ou communique à peine. Et c'est un peu l'ogre moderne de notre société. Le désespoir se transforme en incarnation de démons, de créatures démoniaques, et qui sont en fait la revanche des modestes travailleurs sur la société qui qu'en a fait des exclus, des marginaux, etc. Et c'est ce sentiment de révolte qu'on peut effectivement retrouver. Tobe Hooper, lorsqu'il a fait Massacre à la tronçonneuse, donc encore une fois, ne voulait pas faire qu'un vrai film d'horreur. Il parlait aussi de comédie, il ne voulait pas faire un film uniquement violent. Et c'est vrai que une de ses principales références lorsqu'il a fait le film, c'était Tex Avery. Il cherchait à faire un film qui pourrait être vu par le plus grand nombre de personnes. Il cherchait à faire un film à la base qu'on appelle PG, là-bas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il serait interdit. Chez nous, ça correspond un petit peu à l'interdiction au moins de 13 ans. Et il appelait régulièrement sur le tournage du film le comité de censure américain pour leur décrire certaines scènes. Le comité de censure lui disait sûrement au téléphone « Ah mais non, Tobe, là vous avez été trop loin, vous aurez jamais le PG, vous aurez un R de toute manière si vous conservez cette scène. » Donc lui ensuite, histoire de désamorcer ça, devait se dire « Ah là on va faire un truc un petit peu comique ». Et il est tombé dans l'humour noir et c'est vrai que le film joue vraiment sur les deux tableaux. Get out there and get that girl out of the car. Get her out of there, Curry. Get her out of there. Hope that your brother didn't let any of those kids get away with it. Get her in there. Yeah, the whole county after you. Have you got any self-respect? Look what your brother did to that door. C'est aussi ce qui l'a poussé, quelques années plus tard, à réaliser Massacre à la tronçonneuse 2. Et là, c'est vrai qu'il joue ouvertement le côté de la comédie, comme si, en effet, il voulait rattraper le coup qu'il avait un petit peu raté quelques années plus tôt avec le premier Massacre à la tronçonneuse. Comme si lui était déçu que les gens aillent le voir en lui disant « Monsieur Hooper, bravo, vous avez réalisé un des plus grands films d'horreur de tous les temps ». Dire de Massacre à la tronçonneuse c'est un film d'horreur, c'est que généralement ça sous-entend qu'on le sous-estime. Qu'on le réduit, qu'on le ramène à quelque chose, finalement, il y a un film d'horreur, et là-dedans, pas du tout. Lorsque Tobe Hooper fait son film, il se trouve qu'il emprunte des éléments au film d'horreur, mais comme il emprunte des éléments à la peinture, aux documents d'actualité de l'époque, aux tableaux, à Hitchcock, à Buñuel, à Romero,
C'est qu'il emprunte à tout ça et il fait un film qui est d'une extraordinaire intensité, d'une extraordinaire violence. Moi, pendant des années, j'ai été très très choqué par cette image du chien andalou avec cet œil qui était ouvert en deux, et donc qui a changé, je pense, l'histoire du cinéma. Lui, il y a peut-être aussi, Hooper, un désir, peut-être aussi, d'ouvrir l'œil du spectateur avec une image ultime, aller vers l'image ultime. On sent que dans le film, dans Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper cherche tous les moyens, le son, le cadrage, la lumière pour faire peur, pour donner dans le malsain, pour impressionner les gens. Ce que je trouvais absolument admirable, c'était le côté presque documentaire, mélanger un côté presque surréel des fois. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a des aspects de filmage extrêmement cinématographiques, et d'un seul coup, il y a un plan très très documentaire juste après, quoi. D'un seul coup, le champ cinématographique s'ouvrait. C'est-à-dire que on avait l'impression qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait d'un seul coup, les limites reculaient. Quand on voit Massacre à la tronçonneuse, on voit très bien que Tobe Hooper est quelqu'un qui a vu des films, qui a lu des livres, vu des peintures, c'est quelqu'un qui est à la fois engagé dans son époque, mais d'un point de vue à la fois, je dirais presque social, citoyen et en même temps culturel. Et évidemment, Buñuel est quelque chose qui est une sorte de présence un peu diffuse dans le film. Il y a évidemment le totem inaugural, celui qui clôt la séquence du cimetière et qui cite notamment le moment où le cadavre des évêques sont agrégés sur les pierres qui font des robes dans l'âge d'or en 1930. Tobe Hooper montre son goût pour le travail sur le support, le film lui-même, l'expérimentation formelle et plastique. Et évidemment, le fameux générique de Massacre à la tronçonneuse pourrait être une sorte de film expérimental dans le film. C'est un court-métrage, qu'on pourrait projeter presque indépendamment du film. La compagnie de production que co-crée Tobe Hooper pour le film s'appelle Vortex. C'est assez intéressant d'ailleurs de se dire que le Vortex, c'est peut-être ce que tente de toucher directement Tobe Hooper en faisant le film. Et on ne le touche pas avec des images horribles. On le touche avec l'intensité d'images qu'on filme. Si le film fonctionne autant, c'est sûrement parce qu'il montre beaucoup moins qu'un film comme Anthropophagus ou, je ne sais pas, Le Dernier Monde Cannibale, où là, on ouvrait et on voyait bien. Alors c'est vrai que sur le coup, tu es dégoûté, écœuré, et en même temps un petit peu fasciné, mais tu n'as pas cet impact qu'a Massacre, quoi, qui te fait voir des actions très rapides, évacuer les corps au profit d'un univers après semi-mental où il y a des constructions, des doses, des totems. Il n'y a pas d'érotisme dans le film et il n'y a pas non plus de gore. C'est en ça que je trouve que ce film est un peu plus un film d'auteur, dans le sens où il exploite l'horreur de façon très viscérale. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de film d'exploitation tel qu'il a été produit. Par contre, ensuite, dans sa distribution, là, il a été considéré un peu plus comme un film d'exploitation déjà. Tobe Hooper, lorsqu'il a terminé son film, Massacre à la tronçonneuse, l'envoie, je pense à l'époque, sans trop d'espoir à un grand nombre de majors qui rejettent le film, parce qu'il est évident qu'un tel film ne peut pas être accepté à l'époque dans les circuits de distribution traditionnels. Et curieusement, Tobe Hooper connaît les mêmes problèmes que George Romero, à l'époque en 1969 avec La Nuit des Morts Vivants, c'est-à-dire une distribution assez catastrophique. Il finit le film par être acheté par Bryanston Pictures, qui est à l'époque une firme de distribution qui est dirigée par deux frères en Floride qui sont très proches de la mafia, qui ont financé un certain nombre des films de Damiano, tels que Deep Throat, et qui distribuent beaucoup de films X. Donc ils croient beaucoup au film, et eux veulent le sortir, ils le disent, je crois que donc le responsable de Bryanston à Dallas, la société de diffusion qui s'appelle Fred Biersdorf, dit on a traité le film comme si c'était d'Autant emporte le vent. On va le traiter, ça sera donc évidemment un grand coup. On va le sortir aussi bien en termes de publicité, de nombre de copies dans les salles. Ça va être le sorte d'Autant emporte le vent texan, Massacre à la tronçonneuse. Ce
rétrospectivement, d'ailleurs c'est assez drôle de voir ça. Et évidemment le film marche terriblement. Je crois qu'en 4, 5 ou 6 jours, il doit engranger quelque chose comme 600 ou 700 000 $ de bénéfices, ce qui est absolument gigantesque. En même temps, la société ensuite, pour des raisons alors pour le coup obscures, s'éveille dans la nature, disparaît, et Toby Hooper et Kim Henkel ne récupèrent pas un copec en fait, de l'argent qu'a engrangé le film à ce moment-là. Et ces deux frères sont déjà l'objet de surveillance de la part d'agents du FBI qui parviennent à les coincer pour des problèmes de blanchiment d'argent. Donc Bryanston Pictures finit par mettre la clé sous la porte et la distribution de Massacre à la tronçonneuse est extrêmement erratique. À cette époque-là, il passe beaucoup dans des drive-in qui sont encore à cette époque-là suffisamment nombreuses pour assurer une certaine distribution au film, mais qui ne rapportent pas beaucoup d'argent puisque dans les drive-in, on propose des doubles programmes, voire des triples programmes. Il était souvent associé à des vrais films d'exploitation. Au film Snuff, par exemple, du couple Finlay, il est sorti avec, parce que ce film-là se traînait une réputation très obscène de film, justement, qui jouait avant tout sur le côté très cul et très gore, et qui faisait croire, en plus, d'où son titre, qu'il s'agissait d'un film Snuff. Donc Massacre à tronçonneuse a été associé, je dirais, lors de son exploitation en salle aux États-Unis, à des films qui n'y correspondaient pas vraiment, et qui l'ont fait passer, je pense, dans l'esprit des gens pour un film d'exploitation, justement, et pour un film qui n'était peut-être pas si bon que ça, dans tous les sens du terme. Bon en termes de cinéma et bon aussi peut-être en termes de morale. Le film est sorti à San Francisco, je crois que c'est en septembre 1974, en double programme, avec un film de Joseph Sargent qui s'appelle Les Pirates du métro, avec Walter Matthau, qui donc était un polar très, très classique. Et donc les gens qui venaient voir ce double programme se sont retrouvés face à Leatherface et au Massacre à la tronçonneuse. Il y a eu des réactions assez épidermiques du public. Le film était classé R, hein, restricted, c'est-à-dire moins de 16 ans, mais bon, à 16 ans, les gens venaient en famille avec leurs ados, et il y a eu des réactions très, très épidermiques face au film, parce que il y a eu des demandes de remboursement, les gens sont sortis en vomissant, il y a eu des bagarres parce que les gens voulaient se faire rembourser. En fait, ça a été une sortie très mouvementée, et le film est devenu tout de suite culte. C'est-à-dire que bon, on a pris un bout de la pellicule, on l'a apporté au musée d'art moderne. Avant Massacre à la tronçonneuse, acheté par le musée d'art moderne de New York, il y a eu La Nuit mort-vivant de Georges Romero, 68. C'est un événement pour les gens qui ont considéré que Massacre n'était pas un grand film, un film d'exploitation, un petit peu racoleur, à peu près abject, etc. Et que d'un seul coup se rendent compte que le film est finalement mis en plein cœur du panthéon de la culture américaine. Hein. Mais en même temps, quand on regarde le film aujourd'hui, évidemment, c'est absolument pas étonnant. C'est un film à la fois parangon, manifeste. C'est un film très important dans le cinéma américain des années 70. J'allais toujours à New York pour essayer de trouver des films. Et je louais une salle de projection dans laquelle on me bloquait 30, 40, 50 films. Lorsque j'ai vu dans une petite salle de projection privée comme ça ce film, j'ai été terriblement impressionné. Je n'avais jamais vu ce type de film qui allait ouvrir des portes dont je ne soupçonnais pas la violence. C'était un film qui faisait appel à tous les fantasmes intérieurs, qui étaient des craintes inscrites dans l'inconscient des gens. Une chose monstrueuse, de gens monstrueux, fous. J'avais jamais vu un sujet comme ça. J'ai tellement été impressionné que j'ai tout de suite dit, je veux ce film-là. Et donc les sélectionner. Lors de la première projection du film à la quinzaine des réalisateurs, qui a lieu au Star 2 à Cannes, rue d'Antibes, Tobe Hooper vient présenter le film, et quand il présente le film, il dit que c'est lui va retourner dans la cabine de projection parce que le film est destiné, dès le début, à créer un profond malaise avec ces bruits un peu cosmiques, ces images de taches solaires, ces flashs avec des sons extrêmement stridents. Et il nous explique que c'est lui qui va régler le son parce qu'il faut que le son sature au maximum pour littéralement tétaniser le spectateur.
Je regardais tous les voisins, les rangées de spectateurs, tout le monde était littéralement hagard parce que la salle était habituée, je dirais, à peut-être des films plus classiques, type Quinzaine des réalisateurs, des films un peu intello, gentiment dérangeants, mais politiquement corrects. Et là, on vous balance un Texas Chainsaw Massacre en pleine gueule. Cette quinzaine-là prenait un relief plus important que les autres, dans la mesure où Michel Guy avait inauguré cette quinzaine des réalisateurs. Donc il était venu officiellement en tant que ministre, donc les RG, le tralala de la République, les motards, la police, tout le truc. Et ce film-là a été montré, grande surprise, personne ne savait qui était Tobe Hooper, c'était son premier film. En tout cas, le premier qu'on voyait jamais à Cannes. Et ça a provoqué des réactions d'une violence formidable, j'allais dire, et totalement surprenante pour moi, parce que j'avais présenté le film et puis j'étais parti, déjeuner, dîner. Et on est venu me chercher pour me dire que des gens s'évanouissaient, hurlaient. Effectivement, on avait dû appeler les polices, il y avait des gens qui faisaient un rejet physique, j'allais dire, du film. Et ça a provoqué une sorte de scandale. Je l'avais vu aux USA, à New York, je crois, oui, à New York. Et j'en avais parlé à mes chers petits camarades, Franck Verpiat et Gérard Wolf. Gérard Wolf, c'était un peu pris de passion pour cette forme de cinéma qu'il ne connaissait pas bien au début. Et il était devenu un avocat, en tout cas, peut-être pas un spécialiste, mais pas au sens de Michel Caen, mais un avocat de ce genre de cause. On ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça avait, que ce serait un film culte à ce point-là. On n'a pas pensé qu'il risquait d'être interdit. Quand Gérard Wolf m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider parce qu'il y a un problème ?» et que j'avais eu, je crois bien que c'était Hubert Astier, qui travaillait déjà au cabinet de Michel Guy, m'avait dit non, on ne l'interdira pas, parce que j'avais dit on ne va pas interdire un film qui est passé à quinzaine. On avait pris la précaution de dire que s'il était Xé, on pouvait rétrocéder le contrat à quelqu'un d'autre ou le rendre aux Américains. Il y avait donc une espèce de clause d'annulation du contrat au cas où il serait Xé, ce qui est arrivé grâce à notre très belle expérience au Festival d'Avoriaz, entre autres. Vous avez reconnu à ma gauche Gene Seberg, à ma droite Leslie Caron, qui font partie de ce jury, de ce 4e festival d'Avoriaz. On a dit qu'à Avoriaz, c'était le plus mauvais jury de tous les festivals qui a présidé justement cette année-là à la sélection dans laquelle se trouvait Massacre à la tronçonneuse. C'est un film qui, disons-le, a provoqué des remous au sein du jury, car c'est un film, disons-le, abominable. Et avec notre collaborateur Michel Minot, je dois avouer que nous avons eu beaucoup de mal à pouvoir vous présenter une séquence possible pour le dimanche après-midi, car le reste, c'est quelque chose d'épouvantable. Je me souviens qu'un des membres du jury, pour ne pas le citer, c'était Leslie Caron, qui était sorti en hurlant de la projection, se précipitant vers les journalistes et disant « Mais c'est un scandale, c'est une honte, on nous montre des choses horribles. » Leslie Caron, est-ce que vous auriez aimé tourner dans un film de ce style? Est-ce que vous auriez pu crier comme ces actrices blondes? Non, j'avoue que je vais briser le sceau de ma position de jury, et que je dois dire que je trouve le film bestial, abominable. Je trouve que c'est la décadence complète et c'est un film qui dégrade. Le jury en bloc, sous la férule de M. Antonioni, ayant jugé qu'aucun film de cette sélection n'était digne d'avoir le Grand Prix, a tout simplement annulé le Grand Prix. Nous sommes plusieurs membres du jury qui trouvons même que le film n'aurait pas dû être présenté dans le festival. C'était extrêmement désagréable puisque je faisais partie de la commission de présélection et que nous avions peaufiné une belle présélection quand même. Et quand on avait vu Massacre à la tronçonneuse, on s'était dit ça va être le Grand Prix, c'est évident. Bon, ils ne l'ont pas jugé digne. Comme on dit, la postérité jugera. Eh bien, elle a jugé. Cette année, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'est pas une année de crue, pour le fantastique. En 1976, au même endroit à Avoria, nous autres critiques, nous votons pour le prix de la critique
pour Massacre à la tronçonneuse, avec une arrière-pensée quand même. On s'est dit, on le savait par des bruits, on s'est dit ce film risque d'être Xé, ils n'oseront pas lui donner un X, puisque nous, l'ensemble de la critique, on a voté pour ce film. Eh bien si, le ministre il est monté sur scène, et sous les applaudissements, et en faisant quand même la gueule, il s'est adressé au distributeur, notre camarade Michel Camp, en lui disant « Bravo, vous avez gagné un prix, des lauriers, je crois qu'il a dit, mais en même temps un X. » Ce fameux X infamant, qui va faire que ce film, pour les gens, sera considéré sans doute comme une œuvre pornographique. J'étais sur scène pour recevoir le prix, qui m'a été remis sous la forme d'une lithographie de Follon, je crois, j'en suis sûr, par M. Michel Guy, qui devait être ministre de la Culture, et qui m'a dit à ce moment-là, avec un gentil petit sourire en coin, « Eh bien écoutez, vous avez votre prix, et vous pouvez être content, vous aurez également votre certificat de censure. » Et avec un grand sourire, il n'a pas fait un, mais enfin presque. Je croyais que c'était un homme assez libéral, enfin libéral dans le sens tolérant. Ça n'a pas été le cas. Michel Guy, lorsque j'ai revu plusieurs années plus tard Ayagon au ministère de la Culture, j'ai vu que c'était le même genre d'homme, bien élevé, racé, si j'ose dire, cultivé sans aucun doute, de cette droite libérale, bon chic, bon genre. Michel Guy, pour certaines projections, je me souviens très bien, réservait plusieurs rangs pour lui et les membres masculins de son cabinet. Et il rigolait, ces gens bien pensants, et ça les amusait beaucoup, ce genre de film, et nous aussi. Donc, à l'issue de la projection, on en avait un tout petit peu parlé avec lui, je ne connaissais pas à l'époque, et je crois que Michel Guy avait tout à fait aimé ce film, et que pour lui, il n'y avait pas photo, si j'ose dire, et que ça aurait tout à fait dû être montré en l'état, quoi. Le destin politique en a voulu autrement. C'était une grande époque où on pensait que la censure était finie. Parce qu'en en parlant, évidemment, à l'USO France, la première chose que j'ai dit, c'est qu'à mon avis, ça ne pouvait pas sortir. C'était absolument hors des normes et que je ne voyais pas comment on pouvait le... Mais justement, Michel Guy avait réussi à convaincre Giscard d'Estaing que la censure était quelque chose qui n'était pas bien et qu'il fallait qu'on considère le public comme adulte et tout ça. Donc, pleine libéralisation de la censure, il n'y a plus de films interdits. Formidable. Sauf pour pornographie ou incitation à la violence ou des choses qui ne paraissaient pas très importantes à l'époque. Le film va être présenté donc à la commission de classification en France en 1975, c'est là que ça va commencer. C'est une espèce de rejet absolument massif et en bloc d'un film qui considère comme non seulement étant violent, étant abject, qui met définitivement du côté de l'immoralité. Donc la commission de censure sort classé X pour violence. Il était écrit, on nous apprend comment ligoter un corps humain, on nous apprend comment le découper, etc. C'était presque une sorte de film pédagogique sur la torture. J'étais allé voir Jean-François Théry notamment, enfin au CNC, et puis Jean-François Théry qui avait été président de la commission. Lorsque je vois Jean-François Théry, il me dit, lui encore aujourd'hui reste convaincu que le film qui a été présenté, et ensuite par René Château notamment, à la commission, n'est finalement pas le film qui est sorti en salle en 82. Lui est convaincu de ça. C'est que s'il a écrit ça, d'une certaine façon, c'est que le film, à la limite, correspondait ou contenait certaines des séquences que eux décrivaient. Donc évidemment, on est du côté du pur fantasme, puisque le film a provoqué une sorte de tel rejet, un tel dégoût, une telle nausée, qu'il faut bien, d'une certaine façon, transformer finalement la violence qu'on a reçue en une sorte finalement d'accusation contre le film lui-même. Ce qui en dit beaucoup plus sur la psychologie des gens de l'époque de la sous-commission que sur le film lui-même. Lire les rapports, c'est assez une sorte de psychanalyse de la façon dont la violence à l'ère giscardienne est reçue, plutôt que d'avoir une sorte d'étude ou de décryptage concret du film. Et donc on s'est trouvé dans une drôle de situation qui était, le film n'était pas interdit, puisqu'il n'y avait plus d'interdiction, il était simplement impassable. Parce que le X pour pornographie, très bien, ça menait directement dans les circuits X, qui s'adressaient à des publics spécialisés, si j'ose dire. Mais violence, personne ne voulait assumer ça, et les propriétaires de salles refusaient absolument. Il faut préciser qu'au moment où le film a été Xé, il n'y avait pas seulement les lois qu'on connaît sur le X, c'est-à-dire les interdictions à la publicité, interdiction d'affiches,
etc. Mais il y avait le fait que si le film était étranger, or c'était un film américain, il y avait quand même une taxe pour le sortir qui était de, je ne sais plus, 300 000 ou 400 000 francs à l'époque. C'était une interdiction déguisée. Le X-Age, c'est le gage qu'a dû donner, je crois, à la droite conservatrice, Michel Guy, pour abolir totalement la censure en matière de cinéma. Jamais Michel Guy n'aurait interdit quoi que ce soit. C'est quand même l'homme qui nous a doté des dations en France, qui nous ont permis de garder plein de tableaux et de sculptures. C'est l'homme qui a permis qu'on retransmette à la télévision des opéras, alors que les syndicats s'y opposaient. Il m'a permis de créer à l'époque le Festival de Paris en 1975. Et la première édition, c'est là où on a montré d'ailleurs Salo, les 120 journées de Sodome de Pasolini, Vol au Suni de Coucou, par exemple. Il a ouvert la porte à ce qui allait devenir plus tard le triomphe aussi de Jacques Lang. Il aura été, pendant les 2 ans où il fut secrétaire d'État à la culture, un homme d'ouverture, un homme de liberté. Sur ce plan-là, nous étions en harmonie l'un avec l'autre. Je crois, d'après mes informations, qu'il a payé de son poste de secrétaire d'État la décision qu'il avait prise de donner son visa au film de Pasolini, Salo. Dans la presse de l'époque, dans les journaux de l'époque, dans les débats à l'Assemblée de l'époque, eh bien, on mêlait violence et érotique, violence et pornographique. Après l'explosion de mon propre film La Bonzesse, puis de Emmanuel, qui a été le film le plus vu dans le monde de l'histoire du cinéma français, il y a eu une campagne de presse, des journaux de gauche comme des journaux de droite et des journaux du centre. Je veux dire, c'était à la une de toute la presse. Il n'y avait vraiment rien d'autre à penser à l'époque. Sexuel choquant et mettant mal à l'aise la génération précédente. Tout le monde se braquait contre ce cinéma-là. Cinéma qui d'ailleurs était aussi un cinéma contestataire. La Nuit mort-vivant a été montrée au comité de censure, qui a immédiatement proclamé un certain nombre de coupes dans le film, des scènes gore. La scène, notamment la petite fille qui tue sa mère, etc. Tout ça devait disparaître. Le distributeur a dit OK. Rien n'a disparu. Hein. Mais un film se mesure sur sa longueur, la longueur d'une bande, le nombre de mètres d'un film. Qu'est-ce qu'a fait le distributeur? Il a coupé dans le film, mais des passages sans intérêt. Vraiment des passages sans intérêt. Toutes les scènes d'horreur ont été conservées. Ce qui fait que par rapport à la censure, il y avait le nombre de mètres qui correspondait donc à une copie coupée. Voilà. Donc là, la censure a été jouée. Massacre à tronçonneuse, ça a été différent puisque le film, à ma connaissance, a été totalement interdit. Il ne s'agissait pas de dire au distributeur, vous pouvez couper là-dedans, parce qu'il l'a fait. Et malgré tout, c'est resté interdit. Il y a eu vraiment une espèce de presque de malentendu entre d'un côté un film qui est arrivé comme une espèce de violence extraordinaire, un film presque monstrueux dans le cadre de la commission, qu'à l'époque on avait assez d'avoir des films violents, d'avoir des films, des films pornographiques, c'est aussi le moment où tout ça se libère. On a une espèce de surenchère permanente, et Massacre à la tronçonneuse, finalement, est un peu le film qui va payer pour tous. Dans les années 70, c'est vraiment une sorte de film qui cristallise à peu près toute abjection, ce qu'on ne veut plus voir au cinéma. J'ai découvert le film au mythique Festival du Rex, le 16 mars 1979. Et le film, à l'époque, avait toujours des problèmes de censure. Il ne sortait pas, il était classé X pour violence et tout. Alors, quand les gens ont su qu'il y avait Massacre à la tronçonneuse au Festival du Rex, ça a été l'apocalypse. Pourquoi est-ce que je l'ai programmé? Pour une simple raison, c'est que les gens, premièrement, les gens avaient envie de le voir. Deuxièmement, le film était censuré. Et moi, j'étais contre la censure. Et rien que par le fait qu'il ait été censuré, ça m'aurait déjà stimulé à le présenter. Donc, Massacre à la tronçonneuse au festival, d'abord, faut parler un peu de l'ambiance et comment ça s'est passé. La soirée où il y avait 2 ou 3 films, plus des courts-métrages, commençait à 19h30, mais les gens faisaient la queue à partir de 14h. Ce qui est du jamais vu, nulle part. Je suis arrivé 5-6 heures avant, il y avait déjà des gens qui étaient là. Je me demandais s'ils n'avaient pas couché la veille, comme les avant-premières de Star Wars aux États-Unis. Et alors je suis arrivé, et je me souviens, j'ai commencé de bousculer et tout. Ils ont ouvert les portes 1h30 avant. Et je suis rentré, et une fois que j'étais à l'intérieur, dans le hall,
C'est là où j'ai des images où je voyais de l'extérieur, comme ça, je voyais des marées humaines, comme ça, je voyais des gens qui hurlaient, et c'était zombies. C'est-à-dire, je voyais des gens frapper au carreau, vouloir rentrer, et on aurait dit que c'était l'apocalypse, et on aurait dit qu'il y avait une montagne qui rentrait en éruption, et que la lave allait couler sur eux, ils étaient là, ils essayaient de rentrer. Tu avais les gardes du corps, des gens qui étaient coincés, qui hurlaient « Je suis coincé, je suis coincé !» Puis le mec qui les tirait comme ça, le mec qui était là, qui tombait, c'était mais hystérique. Les gens, pour essayer d'approcher la salle, montaient sur le toit des voitures. Il y a eu des reportages, à France 3 Régions, et ils disaient, voilà, là, hier, émeute pour l'avant-première de Massacre à la tronçonneuse, et c'est là où je voyais dehors les gens qui grimpaient sur les bagnoles, qui étaient là, qui se grimpaient les uns sur les autres, qui hurlaient, les bruits, les faits de casser les flics, avec les machins. Je me suis dit, oh putain, j'avais l'impression de... Je me suis dit, si j'étais arrivé 1 heure plus tard, je serais mort. J'aurais été piétiné. Même moi, je crois que je n'ai pas pu pénétrer dans la salle. Donc pour y accéder, il a fallu que je prenne des souterrains, parce que dans le sous-sol du Rex, il y a des souterrains qui vont assez loin. Et je crois que l'entrée doit être dans un café ou je ne sais plus où. Enfin, bref, donc on a pris les souterrains pour pouvoir entrer dans la salle. Ce qui est fou, c'est qu'en plus le film est passé, et ça on l'a appris juste après la séance ou quelques jours après, le film est passé au Rex en version coupée. Donc il était coupé, c'est-à-dire que toutes les scènes un peu malsaines avaient été enlevées. Je connaissais le distributeur, donc je lui ai demandé la copie intégrale pour le festival. Et je me suis rendu compte après, d'ailleurs, qu'en fait, contrairement à ce qu'il m'avait dit, il n'a pas eu le courage de me passer la version intégrale. Il m'a passé une version un peu coupée. J'ai noté exprès pour le DVD. Donc il y avait l'homme qui tressaute suivi d'un second coup de masse, le premier meurtre, la fille accrochée au crochet, crac, le tueur qui découpe le corps de Kirk, le coup de marteau du vieux sur Marilyn, le vieux qui suce le doigt de la fille après que l'autre l'ait entaillé, la fin avec le mec qui est écrasé par le camion, le fond sonore, même le fond sonore avait été censuré. Un fond sonore avec les bruits d'ossements et tout, ça avait été coupé. Leatherface qui imite le porc pour attirer sa première victime, l'autostoppeur qui largue de coups de rasoir le dos d'une des protagonistes, et j'en oublie 2 ou 3 autres. Tout ça, ça avait sauté, et on voyait que ça faisait effectivement tac, 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 tac. Des fois, c'était presque de la pixilation, comme ça. Mais malgré ça, malgré les coupes, le film avait quand même une drôle d'ambiance, quoi. J'assistais toujours autant que possible aux projections pour voir un peu les réactions du public et si je m'étais trompé ou pas dans le choix des films, parce qu'en général c'est moi 90% qui les programmait, qui choisissait. Ça a été le silence religieux. Les gens avaient peur. Une grande force du film, c'est aussi le travail sur la bande sonore. C'est le travail où on entend à la fois des rumeurs, des bruits métalliques, des bruits d'ustensiles. C'est quelque chose de très à la limite stressant et, pour le spectateur. Et lors du tournage d'Alien en 77-79 de Ridley Scott qui avait voulu en fait qu'on lui projette Massacre à la tronçonneuse. Il allait lui faire un film d'horreur, c'était son premier. Il a fait les duellistes avant, dès qu'il allait faire un film d'horreur, genre qui ne l'intéressait pas vraiment, voire pas du tout à l'époque. Et donc il voulait qu'on lui montre finalement les quelques films clés du genre, pensant lui que la plupart étaient des navets ou des films de série Z. Et à l'époque, il dit j'ai un film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse, qui doit être un gros navet, mais au moins je veux voir ce que c'est, pour voir à peu près à quoi ressemble ce qu'on appelle un film d'horreur, ce que finalement les codes, les clichés, etc. En gros, pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce que moi je veux évidemment rectifier. Et là, Ridley Scott est totalement ébahi et trouve que le film est un chef-d'œuvre. Il ne s'attendait pas du tout à ça et il trouve que le film est absolument extraordinaire. Et il décide, sur le tournage d'Alien, d'utiliser la bande-son de Massacre à la tronçonneuse qui diffuse sur le plateau pour mettre les acteurs, Sigourney Weaver, Ian Holm et la bande, dans des tas de surexcitation et d'inquiétude permanente. Et c'est aussi drôle de revoir aujourd'hui Alien en se disant que les acteurs ont dans la tête, lorsqu'ils vont jouer, la bande-son, et non pas la bande originale, parce qu'il n'y a pas de film, mais la bande-son de Massacre à la tronçonneuse. J'ai redécouvert vraiment le film grâce à René Château, qu'il avait sorti en vidéo, et quand il l'a sorti avec marqué dessus les films que vous ne verrez jamais à la télévision,
On a dit, ah ça y est, Massacre et tout, en plus en version complète. C'était les débuts de la vidéo, et René Château a sorti ce film. Ça a été son premier film de toute la collection. Il a sorti énormément de choses par la suite. Et c'était un film qui était uniquement à la vente. À l'époque, il coûtait 500 francs. Et les gens, s'ils voulaient voir Massacre à la tronçonneuse, il fallait payer 500 francs, ce que les gens faisaient. Hein. Il avait une telle renommée, ce film, que bon, ça a commencé par les cinéphiles, puis ça a fait un petit peu tache d'huile. Comme la cassette valait entre 500 et 1000 balles, il y en avait un qui l'achetait et qui faisait des copies pour les autres. Et nous, on payait 100 balles la copie. On amenait sa cassette au mec qui avait acheté l'original et il nous la rendait, et on lui donnait un billet de 100 balles. Quoi. La cassette a d'abord été uniquement en vente. Et après, vu le développement des vidéoclubs et tout ça, c'est devenu un produit locatif. Et je me rappelle, dans mon vidéoclub et dans tous les autres vidéoclubs, si on voulait ce film, par exemple, aujourd'hui on est le 21 avril, bon, le gérant consultait son carnet, il disait, bon, bah, écoutez, 21 avril, j'aurai le 16 mai si vous voulez, après c'est le 19 mai, oui, il fallait retenir... parce que les gens avaient une telle soif de films d'horreur que la télé ne présentait pas. Donc ça a duré assez longtemps, et il y a eu un retournement politique, revenons à la politique, et la gauche s'est installée donc en 81, et ça, une des vertus de la gauche, disons, ça a été de libérer la censure. Lorsque je suis devenu ministre de la Culture, j'étais bien décidé à faire disparaître le maximum d'entraves à la liberté artistique, et notamment à la liberté cinématographique. Donc j'ai été très vite confronté à cette question de ce film, Massacre à la tronçonneuse. Au-delà même de ce film, c'était une question de principe que je voulais régler. Interdire l'interdiction. Rappelez-vous qu'à une époque, on a par exemple, le gouvernement du général de Gaulle avait décidé d'interdire la religieuse. Bon, on s'était beaucoup battu contre ça. Donc le film a pu sortir, il n'est sorti qu'au printemps 1983 en salle. Bon, il a marché, mais je pense qu'il a été un petit peu désamorcé par le fait qu'énormément de gens l'avaient déjà vu en vidéo. Et il y a eu d'autres compères de l'époque, il y a eu Zombie, Maniac et tout ça, qui subissaient le même sort, qui sont sortis petit à petit. Mais c'est un peu dommage qu'un film acheté, je pense, en 79 ait pu sortir en salle qu'en 83. Bon, mais il est sorti. Massacre à la tronçonneuse. Dans un décor désolé du Texas, des ex-bouchers en chômage voient arriver un soir 5 jeunes gens en vacances. Ça se terminera par l'horrible poursuite d'une jeune fille par un fou géant armé d'une tronçonneuse, bien sûr. Massacre a été un film, une étape décisive dans l'évolution du fantastique, un film charnière, mais c'est vrai qu'après, c'est aussi un film unique, c'est en ça qu'il est unique, parce qu'après, le cinéma est devenu certes beaucoup plus mainstream. On est arrivé au film fantastique pour adolescents, pour teenagers, hein, toute la série des Vendredi 13 et même les Freddy. Massacre à la tronçonneuse a quelque chose à dire. Il y a quand même un minimum de messages à faire passer. Donc le jeu de Massacre sert ce message en quelque sorte. C'est par le jeu de Massacre qu'il doit faire passer son message et le faire accepter aux spectateurs. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les slashers qui ont suivi, qui sont uniquement des jeux de massacre pour le coup. Où il n'y a aucun message, aucun sous-texte, aucun contexte social ou politique, rien du tout. C'est un film sur les exclus. Et si les gens ont peur des SDF aujourd'hui, qu'ils n'aillent pas voir Massacre à la tronçonneuse. C'est un peu cette impression aussi de reportage pris sur le vif qu'on a dans Henry, Portrait of the Serial Killer, et qu'on a dans Massacre à la tronçonneuse, qui font que ces films sont, je dirais, peut-être des diamants bruts de décoffrage et qui heurtent à ce point notre sensibilité, puisqu'on s'éloigne des canons habituels de l'horreur victorienne ou de l'horreur dite classique. C'est un film, à mon avis, qui a su, il n'y en a pas beaucoup comme ça, à mon avis, dans l'histoire du cinéma, qui, à un moment donné, pose la question de ce que c'est que, non seulement on pourrait dire l'humanité, mais l'échange. À la limite, c'est presque un film qui produit un désir d'humanité, Massacre à la tronçonneuse. Tellement le film vide petit à petit ce sentiment-là, du début à la fin. La dernière chose que tu as envie de faire, c'est pour une tronçonneuse, pour les tronçonner les gens. Tu n'as pas du tout envie de voir ça, au contraire. C'est évidemment le contraire absolu d'un film qui pourrait inciter à la violence.
absolue. Je pense que c'est presque un film antidote. C'est un médicament, Massacre à la tronçonneuse. C'est un film foutrement efficace. Un film plein d'humour, drôle, percutant. On n'a jamais vu ça. C'est une œuvre d'art du troisième type, en putréfaction, totémique, comme il n'a jamais refait, et comme je pense personne n'a osé refaire.